Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Et bonjour à tous, amis du Wargame à l'ancienne, amis du hobby assidu, du vin de pays et de la tranche de terrine sans conservateur. Bienvenue à tous sur Rural Hammer, le podcast du Warhammer bien de chez nous, dans sa rubrique Gazette, une rubrique exceptionnelle de qualité car elle consiste à commenter l'actualité avec 2 mois de retard. Donc l'actualité à tête reposée, l'actualité à l'ancienne, nous y sommes. La dernière fois, nous nous étions quittés à la grandeur de l'Adepticon, qui avait été un beau petit raz-de-marée de nouveautés. Maintenant, nous sommes à peu près 2 mois plus tard et il s'est quand même passé beaucoup de choses dans une échelle de temps où le podcast était un peu au repos pour de très bonnes raisons. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé côté actu. On va commencer tranquillement avec les sorties Space Wolves. Les sorties Space Wolves, donc on avait eu le droit à la nouvelle boîte, à l'Adepticon, et depuis la seconde salve de nouveautés est arrivée. Et force est de constater que ce chapitre, il est gâté pourri. Il est gâté pourri en termes de quantité, mais surtout de qualité. C'est-à-dire que toutes les réserves qu'on avait pu avoir concernant par exemple les Dark Angel ou bien pire les Blood Angel, dont la vague de nouveautés était vraiment pas terrible, ici les Space Wolves, c'est vraiment une sacrée refonte. Donc outre la très belle boîte qui est sortie avec les griffes sanglantes, les chasseurs gris, je suis plus sûr des noms, bref déjà des troupes, un gros noyau de troupes très cool avec pas mal de persos très stylés, avec le prêtre loup, le capitaine un peu custom là, et notamment en fait cette nouvelle génération de Blade Guard façon Space Wolves. Depuis on a pris quand même une seconde belle douche avec ni plus ni moins que une escouade Terminator toute neuve. Donc là vraiment du Terminator exclusif, chose auquel par exemple en Blood Angel nous n'avons pas eu le droit. Ici on y a droit avec encore une nouvelle salve de personnages avec à leur tête bien évidemment Logan Grimnar qui là en vérité ça aurait pu être un Primarch, ça aurait pu être le loup lui-même, que personne n'aura eu grand chose à y redire tant la figurine est une dinguerie. Donc on est sur un format Primarch, c'est-à-dire un très gros personnage. Il a vraiment un look de fou furieux. Tout est très beau dans ces nouveautés. Tout est très beau. Quelque part, c'est la meilleure incarnation jusqu'à maintenant de ce qui est, à mon sens, la fin de la parenthèse Primaris. En vérité, c'est le retour du Space Marine tel qu'on l'a toujours connu. Il n'y a plus de Primaris. Les armures, c'est une espèce maintenant d'hybride entre du châssis Intercessors et les plus anciennes variantes d'armure. De toute façon, cette parenthèse Primaris-là, qui a désormais touché sa fin, on va y revenir, je pense, lors d'une émission dédiée. Il y a quand même pas mal de choses à dire concernant les Primaris et surtout tout ce qui a posé problème avec tout ça. Mais en tout cas, les Space Wolves, la gamme de figurines, elle se pose comme une espèce de synthèse, quoi. On a vraiment en tout cas, cette gamme-là qui vient de sortir, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en figurines Space Marine parce que toutes les influences, en fait, y ont été digérées. L'arc Primaris, les variantes d'armure, là, idem, on a quand même des figurines qui sont très marquées. Space Wolves, chose qu'on pouvait reprocher à d'autres gammes, par exemple. Bref, c'est une réussite sur toute la ligne. Tout est vraiment cool. On aurait même potentiellement droit à des scouts Space Wolves dans une future Kill Team. C'est une rumeur qui tient quand même depuis un bon petit moment. Donc les joueurs Space Wolves, enjoy, parce que là c'est vraiment le moment. Allons-y quoi. Là l'ère du loup, vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir l'amener tambour battant. Et dans la foulée de Game Workshop, naturellement on y est habitué maintenant, c'est qu'on a également toute la petite valse des créateurs 3D qui généralement emboîtent le pas à l'actualité chez Citadel. Donc là ces créateurs 3D,
si naturellement ils n'ont eu aucun mal, par exemple, à proposer du Blood Angel ou du Dark Angel plus stylé que la gamme officielle, ici c'est quand même plus nuancé. Parce que tout simplement, les sorties sont tellement à la hauteur des attentes que il n'y a pas forcément grand-chose à ajouter. Donc, parmi ces créateurs, on a évidemment Grey Tide Studio qui avait déjà en vérité une grosse gamme de Beats Space Wolves qui est toujours autant valable. Moi, à vrai dire, je trouve quand même que l'infanterie de base, celle qui est proposée dans la boîte collector, elle mériterait quand même un petit peu plus d'accessoirisation. Donc là, chez Grey Tide, vous trouverez absolument tout ce qu'il vous faut en termes d'épaulettes, en termes de gris-gris, d'accessoires, d'armes, etc. Il y a de quoi quitter un Dreadnought Redemptor aussi. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour de l'accessoirisation plutôt simple, à vrai dire. Chez un autre créateur, Cyberbrush 3D, là, on trouve du très très lourd. Vous avez toute une gamme, par exemple, d'armures Phobos Space Wolves qui sont excellentes. Et des Phobos, j'en ai déjà parlé dans l'émission dédiée, mais en Space Wolves, honnêtement, on a quand même envie d'en voir. Le délire un peu infiltration, survie en milieu hostile, ça leur va comme un gant. Donc chez Cyberbrush 3D, vous trouverez une énorme gamme Phobos. Vous trouverez également de quoi quitter des Tactical Warsuit et des Redemptor, plein d'armes alternatives. Si vous voulez vous faire par exemple une escouade avec des haches, c'est tout à fait possible. Et surtout, c'est la dernière nouveauté en date, il nous propose bien une escouade complète de loups tonnerre, mais un peu actualisé au format Primaris. Et là, ils sont de toute beauté, ces petits loups. Vous avez également pas mal de loups seuls pour varier les plaisirs. Et ça, de toute façon, des loups seuls, on en trouve chez pas mal de gens. C'est vrai que les loups, maintenant, ça va devenir un élément clé du gameplay Space Wolves. Ça forme des unités, en termes de jeu, en fait, ça leur donne un avantage énorme. L'unité la moins chère et la plus sacrifiable qu'on ait en Codex Space Marine, ce sont les scouts. Là, vous avez moins cher que ça. Vous avez des petits loups dont vous allez vous servir pour écranter vos unités les plus précieuses, pour prendre la table au plus tôt. Il y a une vraie richesse de gameplay qui va avec ces petits canidés. Mais donc, du coup, voilà, c'est l'ère du loup entre la gamme Game Workshop qui est superbe et toute une gamme de créateurs 3D qui emboîtent le pas. Honnêtement, il y a de quoi faire. Artel Miniatures s'y est collé aussi en sortant lui-même ses loups tonnerres et quelques personnages. Voilà, il y a vraiment un choix de malade mental pour qui veut se monter une armée de Space Wolves. En 2025, c'est tout à fait cool. Le codex, je l'ai lu uniquement en diagonale. Honnêtement, il me semble largement à la hauteur. Je pense qu'il va plaire à tout le monde. Il y a un détachement assez violent. Je pense qu'il y aura les faveurs du domaine compétitif, mais pour le reste, tous les détachements ont vraiment une petite âme en eux. C'est très fidèle au fleuve, c'est très fidèle au lore. On a vraiment envie de les essayer. Et là, je pense que encore une fois, ce truc va récompenser quand même les joueurs historiques Space Wolves qui auront aucun mal à aligner chacun de ces détachements. Donc, concernant le codex, j'en dis pas plus. On y reviendra peut-être plus tard. Mais s'il y a un truc à noter, c'est qu'en fait, les Space Wolves, ils ont eu beaucoup moins d'unités Firstborn sacrifiées. Tous les Dreadnoughts restent jouables, par exemple, les loups tonnerres également, alors qu'ils sont Firstborn dans la gamme de figurines actuelle. Bref, je trouve que les Space Wolves ont eu les faveurs de l'éditeur pour cette V10, contrairement à leurs petits frangins sanguinolents ou dark. Tant pis. Gogo à vous, les Space Wolves, franchement, là, faut profiter. C'est tout à fait dans l'air du temps. Vous allez pouvoir jouer, vous faire des nouvelles escouades magnifiques. Enfin voilà, franchement, enjoy, c'est trop cool. D'autre part, au niveau nouveauté, plus anecdotique cette fois, on a eu une petite nouvelle série sur Warhammer TV du nom de Kill Lupercal. Donc Kill Lupercal, ça raconte tout simplement l'histoire d'une princeps aux commandes d'un titan warlord qui est déployé durant l'hérésie d'Horus. Et bien son but c'est de faucher le maître de guerre. Et les gars, c'est tout à fait kiffant. On est vraiment dans le cockpit d'un warlord. On assiste à tout le cérémonial
cérémonial précédant son activation, le côté machine divine est vraiment très très bien rendu. Ça dure pas longtemps, c'est assez bien fait techniquement, même s'il y a quelques extérieurs qui sont dignes d'une cinématique sur PlayStation 2. Mais bon, ça reste du Warhammer TV, on sent toujours que le truc jongle un peu avec les problèmes de budget, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour tout ça, comme on en a parlé dans l'émission sur Warhammer+. Donc allez voir Kill Lupercal, franchement c'est du kiff pur et dur avec une très bonne partie sonore qui plus est, vivement la suite. Dans les actus brûlantes, on est toujours dans le printemps du chaos. Donc le printemps du chaos, c'est tout simplement la sortie de tous les codex des dieux du Panthéon et de leurs amis Hereticus Astartes alliés. Donc tout ça s'incarne dans plusieurs choses. On a un très beau petit cycle White Dwarf, donc on aura un numéro de White Dwarf par dieu du chaos, c'est très cool. Honnêtement, j'ai celui sur Slanesh et celui sur Nurgle, ce sont vraiment des excellents White Dwarf. On retrouve vraiment le bon vieux magazine qui nous faisait tant rêver. Il est là, honnêtement. Moi, je me suis réabonné dans la foulée tellement ça m'a plu. Donc, go les White Dwarf, ils sont vraiment très cool. Si du moins vous vous intéressez à ces dieux-là. Et du coup, côté codex, là, tout est à peu près sorti. Ces codex, moi, j'ai un regard sur tout ça un peu en demi-teinte, sauf naturellement pour la Death Guard, je vais y revenir, mais que ce soit les Thousand Sons, les World Eaters ou les Emperor Children, à vrai dire, ces factions souffrent toutes de la même chose, c'est une gamme en figurines réduite, comme vous le savez, et du coup des codex qui essaient un peu de faire le maximum possible avec le peu de produits que l'on ait à se mettre sous la dent. Donc moi, je vois tout ça. Honnêtement, c'est du très bon boulot. Je trouve que ces codex, ils sont très bien écrits tous. Mais par contre, ça sent un peu le forcing, quoi. C'est que, par exemple, vous aurez toujours un détachement qui va jouer la carte des transports, des blindés, par exemple. Donc ça veut dire que, ok, pour varier notre gameplay, va falloir jouer des rhinos, des predators, des land raiders. Honnêtement, est-ce qu'on a vraiment envie de se mettre à ça quand on est un joueur en Emperor Children, par exemple? Est-ce qu'on a envie de peindre du Rhino et du Predator à la chaîne alors qu'on aurait très bien pu avoir, par exemple, des véhicules dédiés, je pense par exemple à un énorme char avec des gros haut-parleurs, des armes soniques dessus. Ça aurait été super, mais cependant, ça n'a pas été fait. On en a déjà parlé de tout ça, mais les World Eaters, c'est plutôt cruel pour eux. Ils ont eu un pauvre personnage, alors qu'on aurait pu attendre de la cavalerie, un petit blindé de cornes, là, ça aurait été super. Bref, finalement, ces trois factions souffrent de la même chose. Le codex fait quand même le maximum pour vous proposer de la fraîcheur dans le gameplay, mais globalement, on fait toujours face au même problème, c'est le manque de figurines. Chose à laquelle la Death Guard échappe totalement, avec une gamme en figurines énorme, sur laquelle en plus ils ont rajouté un énième personnage, et ça nous donne un codex qui va être bien au-dessus en termes de tout, en termes de fun, en termes de gameplay, en termes d'écriture, de personnalité. Le codex Death Guard n'a aucun mal à être bien supérieur à ses trois petits frères, mais le problème c'est qu'ils en ont fait un truc vraiment archi-fumé. Archi-fumé, je trouve qu'il y a un vrai problème dans ce codex. À vrai dire, je le trouve génial, ce codex, en termes d'écriture, en termes de lore. Tout est vraiment super. On a vraiment un vrai ADN de gameplay, mais extrêmement fidèle à ce qu'est réellement la Death Guard, sauf que ils ont poussé tous les curseurs beaucoup trop loin. En gros, tout ce qui faisait la faiblesse de la Death Guard, c'est-à-dire le mouvement, ce mouvement, tout le monde a gagné un pouce. Ça, c'est déjà énorme. Ensuite, le manque d'anti-char, les tondeuses, là, ils en ont fait des armes de destruction massive. En vrai, tout ce qui faisait la faiblesse de la Death Guard a été ici corrigé, mais du coup, moi, j'ai vraiment le sentiment de lire un codex d'une armée qui n'a plus la moindre faiblesse. Donc c'est sans doute aller beaucoup trop loin dans l'agression quand on voit les Death Shroud qui peuvent FEP à 6 charger dans la foulée. Vous leur mettez un Lord of Contagion, ils gagnent Sustain Hit et Lance alors que franchement ils n'en avaient pas besoin du tout. Voilà.
Ce codex, je le trouve exceptionnel dans son écriture, mais globalement, il est vraiment trop fort en termes d'échelle de puissance. Et là, à vrai dire, même une simple data slate, je sais même pas si ça va suffire. Les coûts en points ont quand même beaucoup augmenté, donc je trouverais ça abusé de les augmenter encore, parce que comparé à avant, on n'a plus grand-chose sur table. Moi, j'ai dû faire un vrai boulot de réadaptation, par exemple, concernant les listes Board in Action. J'en ai parlé dans la dernière émission. Bah, c'est bon, je suis retombé sur mes pattes. Même en utilisant les coûts en points actuels, je m'en sors. Il faut faire quelques aménagements, tout simplement. J'avais l'habitude de jouer un Lord of Contagion. Bah, maintenant, je vais jouer, par exemple, un Lord of Virulence qui est moins cher en points, etc., etc. Il y a eu quelques petites réadaptations nécessaires, mais globalement, je suis content. Je me retrouve quand même avec des listes actions d'abordage qui sont très viables. Donc tout ça, tout ce printemps du chaos, je pense qu'on y reviendra en détail dans des émissions dédiées en temps voulu quand j'aurai bien digéré tout ça. On continue dans l'actu toute fraîche avec la sortie de la nouvelle boîte Kill Team qui du coup rassemble des Tyrannides et de l'Adeptus Mechanicus. Cette boîte est plutôt généreuse. Donc moi c'est d'ores et déjà précommandé parce que je veux absolument ces nouveaux rôdeurs que je vais jouer à Boarding Action. Cela, il me les faut absolument. Donc, une belle kill team qui est plutôt généreuse par rapport aux tarifs pratiqués. Le truc qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'il y a carrément une escouade de Hormagaunt en plus. Ça fait vraiment beaucoup de tyrannides à mon sens. Donc, cette nouvelle boîte, honnêtement, elle est très chouette. Hein. Je pense que les joueurs Mechanicus, voilà, la petite escouade de Servitors, elle est quand même très sexy. Moi, je pense que je vais les peindre juste pour avoir des petits PNJ lors de parties narratives. Des serviteurs, c'est très utile dès lors qu'on joue Imperium. Et donc, on a vu des nouvelles datasheets sortir dans la foulée. La datasheet des rôdeurs, elle est vraiment très très cool. Il y a même 2 datasheets différentes. Donc, une escouade de rôdeurs un peu générique et une autre spécialiste, c'est-à-dire un peu en mode kill team où chaque rôdeur a sa petite spécialité bien à lui. C'est très très bien. Les serviteurs, je suis pas sûr qu'il soit d'une grande utilité à un joueur Mechanicus, parce qu'à vrai dire, quand on joue Mecha, on a déjà beaucoup, généralement de MSU, pas cher en points, qui peut faire des actions, etc. Donc là, à mon avis, c'est plutôt en mode cerise sur le gâteau et petit kiff de modélisme. Je pense pas qu'en termes de jeu, ce soit infiniment précieux. Mais en tout cas, des nouveaux kits de toute beauté. Hein. Moi, les rôdeurs, dès que je les ai vus, j'ai fait « Oh, ils sont magnifiques !» On a les décors tyrannides également qui sont... Bon, voilà. Pour moi, ça, c'est pas ouf. Ça peut être cool pour le gars qui a une table déjà un petit peu infestée. Ce genre de truc, là, ça va bien s'intégrer sur des socles de décors, par exemple. Bref, très bon, cette petite kill team qui est proposée à 110 €, il me semble. Honnêtement, c'est un prix tout à fait convenable compte tenu de l'offre qu'il y a dedans. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de figurines. À vrai dire, s'ils s'étaient contentés des 5 rôdeurs du côté de l'esprit de la ruche, personne n'aurait râlé pour autant. Donc une petite boîte quand même bien bien généreuse. Donc j'ai hâte de la recevoir et de voir ce que ce nouveau kit de rôdeur a dans le ventre. Du côté des futures sorties qui ont été annoncées, on a l'arrivée imminente des IK et des RK, donc Imperial Knight, Renegade Knight. Donc chaque faction a eu le droit à un nouveau modèle. Un gros robot. Bon, pas grand chose de plus à en dire. C'est une énième variante du châssis Questoris avec de nouvelles armes, avec une petite personnalité en plus. Bref, rien de très ouf. Les codex vont arriver dans la foulée. Je crois que le codex Renegade Knights est déjà dispo sur les réseaux. À vrai dire, je m'y suis pas intéressé. Vous savez que ces factions-là, moi, franchement, de manière générale, je refuse de les affronter. Non, j'aime pas du tout. On voit quand même il y a eu, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les coups en points ont baissé, l'endurance a baissé. Hein, les gros n'ont plus qu'une endurance de 11. Est-ce que justement c'est pour mettre en œuvre des affrontements moins laborieux? Honnêtement, je ne sais pas. IK et RK, c'est vraiment une histoire de match-up. Si vous mettez en face d'eux, par exemple, une armée entière de taux qui a le Lethal Hit, honnêtement, les gros robots, ils se fument à la vitesse de la lumière, mais contre une grande globalité des factions, c'est toujours en mode un peu... ouais,
c'est une grosse épine dans le pied d'affronter ça. On n'a pas forcément les armes qu'il faut, surtout lorsqu'on parle d'armées thématiques. Donc moi, bon voilà, IK, RK pour moi, c'est des factions un peu en dehors du jeu. J'adore les jouer en tant qu'alliés, mais je ne m'intéresserai jamais vraiment à ces codex-là parce que je sais que c'est chiant à affronter et moi, de mon point de vue, ça doit être également très très chiant à jouer. Quand on voit les listes compétitives de ces factions-là, voilà, on met 11 ou 13 petits robots sur la table. Tous pareil, tous le même châssis, tous les mêmes règles. Alors putain, mais quel ennui. Donc bref, moi, ça, je m'y intéresse pas trop et je l'assume complètement. Une autre nouveauté qui a pas mal fait parler, eh bien, c'est le drop pod. Alors, ce drop pod qui est censé porter en lui la trahison envers nous, les joueurs casus, etc. J'avais vu une émission de Planet Wargame à ce sujet où Vincent a véritablement vécu ça comme un choc de voir ce drop pod avec ses petites ailes dépliées et l'empreinte au sol qui va avec. Honnêtement, le sentiment, je le comprends très bien. C'est vrai qu'il y a une rupture complète par rapport à cette petite maquette sympathique de laquelle on pouvait faire baisser les portes pour faire débarquer ces Marines. Évidemment, c'était tout à fait cool. Mais moi, en vérité, je m'en fous un petit peu. À vrai dire, je ne sais pas si vraiment le truc est figé comme ça. Est-ce que ce modèle ne sera pas proposé justement avec une variante qui nous permette de faire articuler les portes? Apparemment, il me semble que non, que le truc vraiment soit à disposer inévitablement en forme d'étoile là. Bref, à vrai dire, je n'en pense trop rien de tout ça. Ce nouveau modèle, il est quand même assez stylé. C'est une bonne évolution du modèle, mais c'est vrai que moi, sur la table, je préférais poser un drop pod tout bête et déplier un de ses battants. Évidemment, ça fait partie un peu du kiff. Donc, c'est vrai que ce nouveau drop pod, il paraît un peu sans âme, quoi, comparé à ce qu'on pouvait jouer il y a à peu près 20 ans. C'est un peu dommage. En plus, ça a l'air d'être une empreinte au sol véritablement gigantesque. Donc, en vérité, ce truc-là, je le vois pas vraiment jouable dans un cadre, par exemple, WTC avec des layouts et tout. Vous n'aurez jamais la place de faire débarquer un bidule pareil. Enfin, je vois vraiment pas comment. Donc, pour l'instant, c'est un peu mystère et boule de gomme. On va voir j'espère avoir le fin mot de l'histoire bientôt. Est-ce qu'il y aura une alternative à se construire un petit drop pod en bonne et due forme, quoi, avec ces petits battants articulés? Donc, design réussi, cependant, même si c'est absolument dénué de surprise. Mais bon, moi, avant de porter un jugement définitif, j'attends de voir réellement ce que le kit va avoir à nous proposer. On verra bien. Autre petite nouveauté du côté des Ultramarines avec le capitaine Santos qui fait référence à une très vieille figurine et qui, là encore, en fait, à l'image un peu des Space Wolves, porte un peu en lui cette espèce de clôture de l'ère Primaris, parce que là, on a une armure en fait qui bouffe un peu à tous les râteliers, qui est d'inspiration naturellement moderne, châssis un peu MKX, mais qui est bardé de tout un tas de références à ce qu'ont été les Space Marines par le passé. Donc, en fait, là, on est vraiment sur une figurine toute conne, mais toute bien, quoi. C'est vraiment c'est du bon goût à tous les étages, tout y est parfaitement digéré, toutes les influences Space Marine qu'on a pu connaître, elles s'incarnent ici sous une seule et même figurine. Bref, en fait, là, on sent venir un truc, on sent qu'en fait, en termes de figurines Space Marine, on va vivre notre meilleure vie, je pense, dans les années à venir. Ça va être probablement assez fabuleux. Autre sortie, c'est le bouquin de la campagne d'Armageddon. Donc, histoire d'en parler un peu légitimement, je me suis un peu renseigné sur le fluff. Au début, à vrai dire, je ne savais pas trop si c'était une espèce de revival de la Première Guerre ou tout simplement un nouveau truc. Eh bien, c'est bel et bien un nouveau truc. Donc là, on va parler de la 4e guerre d'Armageddon. Cependant, ces intervenants, en fait, sont complètement dans la redite de la Première Guerre. C'est-à-dire, on va avoir du Khorne, du Space Wolves et du
Grey Knight. Donc j'ai lu le lore assez vite fait. Honnêtement, on est complètement dans le scénario prétexte. En vérité, c'est bidon quoi. C'est bidon. On dirait un peu une mauvaise série B. Ça commence par des visions, des Space Wolves. Les Space Wolves se rendent sur Armageddon. On apprend finalement que ces visions, elles ont été manigancées par les Grey Knights eux-mêmes, en fait, qui voulaient de l'appui sur la planète parce que eux sont au courant de tout ce qui va s'y passer. Bref, on est sur une espèce de scénario prétexte. J'attends de voir pour la suite en fait ce qui nous sera proposé en termes de jeu. À vrai dire, dans les bouquins un peu de campagne, on trouve toujours quelque chose de positif dans tous ces bouquins, même si globalement le sentiment est plutôt futile. Ça risque de faire un peu comme dans Darkmoon, quoi. C'est-à-dire un scénario un peu timbre-poste où le lore finalement n'avance pas vraiment, où on se contente de multiplier les théâtres d'opération, mettant de plus en plus l'Imperium dans la panade. On aimerait bien que ça bouge un peu de ce côté-là. Une belle victoire impériale, là, les gars. Putain, ça fait longtemps quand même. Bref. La campagne Armageddon, c'est tout simplement un scénario prétexte. Donc j'attends de voir ce qui s'y passera en termes de jeu, parce que dans Darkmoon, honnêtement, en termes de jeu, il y avait beaucoup de choses positives à en tirer, et y compris pour le jeu narratif. Donc ça, c'est vraiment très très cool. En parlant de jeux narratifs, j'ai vu quelques avis relevant le fait que dans le nouveau Chapter Approved de 2025, il y avait du jeu narratif. Alors là, je me suis dit, non, ça se peut pas. Enfin, en tout cas, ça m'aurait fort étonné. Et donc, en y regardant de plus près, eh bien, ce qui a eu trait à du jeu narratif pour certains joueurs, ce sont tout simplement des petites cartes de missions asymétriques. Et par mission asymétrique, j'entends souvent que ça se résume à du déploiement asymétrique, donc tout simplement du déploiement qui va un peu refléter le fait que une armée soit plus en difficulté qu'une autre, mais à vrai dire, en termes de jeu, rien ne change. Ça suit tout simplement les grandes lignes du match play avec les objectifs secondaires fixes, avec les objectifs secondaires à tirer un peu à la pioche. Donc non, en vérité, il n'y a rien de narratif là-dedans. Ça va tout simplement vous proposer des formes de déploiement peu communs et du coup en fait qui ne seront même pas, je pense, autorisés dans les événements officiels. Donc à vrai dire, pourquoi pas, c'est mieux que rien, mais si vous comptiez en fait mettre la main sur ce nouveau paquet de cartes pour ces aspirations au jeu narratif, vous pouvez oublier tout de suite, ce n'est pas du tout le sujet. Donc Chapter Approved 2025. Bon, le 2024, à vrai dire, je ne l'ai même pas acheté. Donc celui-là, nul doute que je vais faire l'impasse dessus également. Ça ne m'intéresse plus des caisses, tous ces petits mécanismes de jeu. Je crois que le truc a été réinventé, hein. Donc le premier jet, on avait des missions spéciales. Il y a eu les gageurs. Après, il y a eu les missions secrètes. Donc là, encore une fois, je crois que c'est un système de challenge maintenant. Donc encore une fois, ils réinventent un petit peu la manière de rattraper, par exemple, un score défavorable. Mais à vrai dire, si chaque année ce truc-là change de nom, en vérité, les mécaniques, elles sont souvent quand même assez similaires. Et le but du jeu, c'est tout simplement, je pense, de varier les plaisirs pour les gars qui ont un exercice assidu du match play. Mais honnêtement, pour un joueur casu, je pense pas que ce truc-là ait le moindre intérêt. À l'époque, les gageurs, c'était vraiment raté. Les missions secrètes, j'ai essayé 2-3 fois, ça cassait pas des briques non plus. Bon, c'est pas, en vérité, c'est pas bien passionnant tout ça. Et force est constater que finalement, ces mécaniques, si elles sont autorisées, par exemple, dans les événements officiels, donc dans les tournois, par exemple, en vérité, généralement, elles sont jouées un peu au début et ensuite, plus personne ne s'en sert. Je ne pense pas que ce soit bien différent pour cette fois. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'à chaque fois, ces decks de cartes, finalement, c'est le même chaque année, sauf qu'ils changent un peu de nom et de mécanique de scoring. Voilà, on ajuste un peu le nombre de points qu'on marque en faisant telle ou telle chose. Bref, moi, rien qui, selon moi, ne justifie de repasser à la caisse chaque année. Donc, Chapter Approved 2025, on oublie, on s'en fout.
On a eu également la nouvelle Balance Data Slate, et oui, encore une Balance Data Slate hein, qui, à vrai dire, les Balance Data Slate, elles sont toujours de fort bonne aloi. Elles sont pas faites au hasard, elles sont faites d'une part pour un peu pallier aux coquilles hein, qui sont sorties dans les codex, et d'autre part pour remettre, mais là on parle uniquement de la sphère compétitive, pour remettre sur le devant de la scène certaines factions qui font un peu la gueule en termes de taux de victoire. Donc à vrai dire, c'est un truc qui s'adresse uniquement aux tournoyeux, mais en général, nous autres, en fait, joueurs, casus, normaux, narratifs et tout, on y gagne quand même, je trouve. Et donc si je fais un déroulé assez rapide de tout ça, en vérité, il n'y a pas bien grand-chose. Il y a cependant des choses très bienvenues, comme par exemple ce détachement de l'Adeptas Sororitas qui était sorti à Noël et qui se basait un peu sur les dés de foi, alors que cette mécanique des dés de foi avait été amoindrie, donc rendant le truc très peu jouable. Bah, cette fois, c'est jouable. Donc vous allez pouvoir véritablement jouer cet host d'élite en Adeptas Sororitas avec beaucoup de célestes, beaucoup de sacro-saintes, etc. Là, ça devient tout à fait jouable. Donc, c'est le détachement Champions of Face. Les mécaniques ont été réajustées pour le rendre tout à fait viable. Donc, ça, c'est tant mieux. On a encore une énième couche de modification de règles sur l'Adeptus Mechanicus. C'est sans doute, à mon avis, la faction qui a le plus bougé via les data slates, hein, allant jusqu'à réécrire nombre de ses armes. Du côté des Eldar, on calme un peu les mécaniques des Inari, où il y avait absolument trop d'abus. Après, à vrai dire, pour le reste, pas grand-chose de plus à noter. Ils remettent un peu Léontus sur le devant de la scène, parce qu'il lui avait fort tapé dessus quand même. À ma grande surprise, il y a pas mal de changements en Blood Angel qui rendent un peu plus flexibles les détachements, faisant un usage massif de la rage noire, c'est-à-dire que maintenant on n'est plus forcément obligé d'être à côté d'un chapelain, on peut très bien être à côté d'un capitaine par exemple, pour ne pas céder à la rage noire, donc très cool. Et si je déroule le reste assez vite, ouais, le Prince Démon, ça c'est cool. En fait, le Prince Démon a été massivement réécrit dans les 4 codex des dieux du Panthéon. Il redonne un petit coup de boost à celui du codex SMC générique, donc c'est trop bien, le rendant par exemple l'aune opérative, tandis qu'il se trouve à 3 pouces d'une unité alliée. On a quelques changements chez les SMC, comme la réécriture de Vashtor, qui le rend potentiellement mais monstrueux. Là, c'est vraiment une vraie réécriture pour Vashtor. Et on va trouver une vraie réécriture également pour le Lion en Dark Angel, qui devient absolument redoutable. Hein. Ils lui ont changé un peu ses aptitudes de Primarque, qui lui donne véritablement une énorme patate de plus. Il est redoutable au corps à corps. À vrai dire, il a là toutes les cartes en main pour pouvoir s'exprimer et vraiment faire très très peur. C'est vrai que Gilliman était devant hein, en termes de qualité. Maintenant, il coûte très cher. Hein, ces Primarques de l'Imperium, il coûte très cher en points, mais franchement, sur table, on n'est pas sur de la petite bière. Ça fait vraiment extrêmement mal. Bon, je vais m'arrêter là, je pense, pour la data slate, à vrai dire. Ah si, il y a un truc très sympa, c'est qu'ils ont enfin réécrit un peu le Cult of Speed des orques, leur donnant, donc anciennement, ce truc vous permettait d'advance et tirer et de battre en retraite et tirer. Bah maintenant, c'est tirer et déclarer une charge. Donc, si on cumule ça, par exemple, avec la WAG, ce Cult of Speed, on en avait parlé hein, dans un C'est notre projet Orc, où j'avais fait monter une petite armée culte de la vitesse. Cette armée qu'à l'époque, je disais clairement en dessous en termes de statistiques de puissance, bah là, on peut carrément en reparler parce que franchement, maintenant, je crois que ça fait plus rire grand monde d'avoir tout un tas de buggy et de motos complètement foireux qui tirent fort à courte portée et qui peuvent charger dans la foulée à un tour où elles ont advance avec potentiellement une WAG en même temps. Là, on parle d'une charge mais qui est waouh. C'est vraiment waouh. Il y a des mécaniques pour avoir de l'advance auto à 6. Donc ça peut faire une WAG T1 du tonnerre. Donc en fait, ce Cult of Speed, honnêtement, il méritait quand même un petit coup de boost. Hein. C'est vrai qu'il était vraiment en dessous des autres. Mais très bon, quoi. Vraiment très bon. On est content de voir un bon petit up pour le Cult of Speed. Du côté des réécritures, il y a également les taux hein, qui ont eu une bonne couche de réécriture qui va carrément en fait redéfinir
définir la mécanique de ciblage. Je vais pas en dire plus, c'est assez compliqué, mais en gros, ça fait complètement peur. Là, je me demande s'ils sont pas un peu merdés parce que ça me semble très permissif. Tout ça. Bon, j'arrête sur la data slate. Ensuite, naturellement, cette data slate s'accompagne de coups en points modifiés, des coups en points qui profitent encore une fois à l'Adeptus Sororitas, à l'Adeptus Mechanicus. Les Eldar prennent un peu la sauce et à vrai dire, en fait, deviennent plus que jamais un corps d'élite. Hein. Si je prends par exemple les Dragons de Feu qui maintenant sont à 120 points. 120 points pour 5 Dragons de Feu. C'est vraiment extrêmement cher. C'est 5 points de vie, endurance 3, 120 points. Mais bon, c'est ce qui fait vraiment l'ADN de l'armée Eldar. Hein. L'armée Eldar est maintenant devenue un corps d'élite, surtout lorsqu'on joue full guerrier aspect, c'est très cool. À ma grande surprise, il y a eu beaucoup de baisses en points du côté des Blood Angels. À peu près tous les personnages et la Death Company. Je pense qu'encore une fois, c'est pour donner en fait son mot à dire au détachement full Compagnie de la Mort qui semble très peu joué, alors que moi je le trouve vraiment excellent. Bref, tout ça, ça donne envie de se refaire un petit match play en Blood Angels. Ça fait longtemps en vérité. Et avec des personnages qui ont tous baissé, bah, ça semble pas mal profiter au détachement de Noël, au détachement Grotmas qui mettait justement l'accent sur les personnages. À vrai dire, par le passé, il me semblait très difficilement jouable tellement les listes en fait coûtaient très cher. Ça valait le coup de mettre un maximum de persos. Ces persos étaient quand même chers. Bah là, ils le sont beaucoup moins. Donc je pense que ça devient assez viable tout ça. Bon voilà, c'est tout pour la data slate. Honnêtement, c'est pas une grosse data slate. Tout semble être honnêtement de bon goût. Y a des hausses de points chez les orques que je ne m'explique pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Les boys par 20 ont quand même pris 10 points. C'est pas rien lorsqu'on joue orc. Les flash gits aussi. Ouais, il y a des trucs que je ne m'explique moyen. Et encore une fois, des baisses de points chez les Space Marines. Ça n'en finit plus de baisser chez les Space Marines. Là, cette fois, les agressors, les Captain à Jump Pack, les Hellblasters, les EV Intercessors. Et les mecs, 5 EV Intercessors, c'est 100 points. C'est 20 points le bonhomme, c'est 3 points de vie, endurance 6. Les mecs, ils délivrent des salves de bolter à dégâts 2. Putain, enfin, en gros, c'est de la battle line, hein. Donc tu peux en jouer 6 unités de ça. Je pense notamment aux joueurs Imperial Fist ou même aux joueurs Salamanders par exemple. Tu joues 3 à 6 unités de ça. C'est 100 points pièce, c'est dur à dégommer, ça améliore sa sauvegarde sur un objet et ça délivre des salves de dégâts 2. Honnêtement, ça rigole pas. Je trouve ça vraiment pas cher du tout. 100 points pour 5 EV Intercessors. C'est assez mortel, quoi. C'est vraiment assez mortel. Bon, je m'arrête là pour la data slate. À vrai dire, il n'y a pas de vrai changement de doctrine, je pense, de gameplay dans cette data slate. Ce sont tout simplement des petits ajustements, mais des petits ajustements qui s'expriment dans un jeu qui, à vrai dire, n'a jamais été aussi équilibré que maintenant. Donc, bah, tant mieux. Moi, je trouve quand même qu'il y a un solide goût, un peu à la course à la puissance. Hein. On voit des trucs, en fait, devenir de plus en plus puissants. Il y a beaucoup plus de up que de nerf, globalement. Est-ce que tout ça, ça va pas finir comme une dernière année façon V9 où tout sera redoutable? Je pense que c'est quand même bien parti pour. Néanmoins, bah, cette V10, elle nous offre tout ce qu'on est en droit de rêver en termes de règles bien écrites. Donc, très bien, libre à nous tout simplement de s'en emparer pour en faire ce que l'on veut. Chose intéressante quand même dans cette actualité de Data Slate, c'est que on a ni plus ni moins que 3 nouveaux détachements à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est vraiment devenu une habitude. Hein. À chaque nouvelle Data Slate, on a du nouveau détachement et à chaque fois, honnêtement, du nouveau détachement assez qualitatif. Si on oublie un peu le P foireux qui a été le détachement Daka de la dernière fois, qui était écrit avec 2 pieds gauche, cette fois, honnêtement, tout est cool. On a un nouveau détachement Dark Angel qui s'appelle Wrath of the Rock et qui est tout simplement un détachement de rêve. Pour les Dark Angel, honnêtement, je pense que c'est le meilleur
que la faction est à se mettre sous la dent. Il fait honnêtement la part belle au lion. Là, clairement, en sous-texte, on voit que chaque stratagème et tout, il peut profiter de ouf au lion, lui offrant des synergies véritablement redoutables. Et donc, à vrai dire, dans ce détachement, on peut très bien aligner une armée d'Archangel de rêve, avec pas mal de Greenwing, de la Deathwing et de la Ravenwing, plus le Primarch. Donc là, moi, ce détachement, je le vois vraiment à sortir pour les grandes occasions. C'est-à-dire qu'une liste d'Archangel gigantesque de 3 à 4000 points avec ce détachement-là, honnêtement, les mecs, ça tue. Ça tue parce que ça synergise avec à peu près tout. La règle de détachement de base, elle est très forte. Et le lion y a toute sa place. Donc ça, j'ai envie de dire, putain, c'est la liste des grands événements pour Dark Angel. Honnêtement, ce détachement est mortel. Et au-delà d'être mortel, il me semble être très, très fort, voire peut-être trop fort. L'avenir nous le dira. Ensuite, on a un nouveau détachement tyrannide qui est proprement effrayant. Donc, c'est le Subterrane Assaut, donc un assaut souterrain qui va mettre en valeur des unités qui ont le mot-clé qu'il faut en fait pour mener des attaques souterraines. Donc ça, sur la table, ça veut dire que vous allez avoir des frappes en profondeur de partout, parfois à 6 pouces de votre adversaire, tant que vous possédiez le bon mot-clé. Donc là, à la lecture de ce truc, direct, en fait, on voit des trigons et des molochs partout pour en faire en fait une armée horrible où des gros monstres énormes en fait surgiraient de partout. Honnêtement, sur le papier, ça fait très très peur, mais pour le gars qui a envie de se faire en fait une armée thématique autour de ça, là, je pense que c'est une excellente pioche. Qui plus est, on a le nouveau kit de rôdeurs qui vient de sortir, et ça, les rôdeurs, c'est vraiment leur job, hein, c'est vraiment de creuser des galeries et de popper n'importe où. En vérité, là, je pense qu'il y a moyen de se faire une liste tout à fait sympa avec ça, sans pour autant rentrer dans le metagame. Et là, je pense qu'en fait, dans la méta, on va voir vraiment des listes tyrannides absolument imbuvables qui seront basées là-dessus. Donc ça semble encore une fois trop fort. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, là, on est un peu en mode course à la puissance pour toutes les armées du jeu, il semblerait. Celle-ci n'échappe pas, ça paraît très, très, voire trop puissant. Mais néanmoins, la mécanique de jeu, elle est extraordinaire. Là, je pense qu'avec la table qu'il faut, avec une belle liste tyrannide bien thématique qui tourne autour justement de ce mot-clé là, là, il y a moyen de faire une liste du tonnerre, quoi. Et le dernier détachement s'appelle Cabale du Chaos. Désolé, j'ai pas eu le temps de bien le lire celui-là. En tout cas, ça m'a l'air d'être un petit détachement bon à tout faire. Il a des mécaniques de résilience, des mécaniques d'attrition, et son ADN en fait va se composer autour de la réunion de sorciers du chaos. Et ça, c'est très cool. On y retrouve un peu l'esprit du conclave du Librarius qui était sorti à Noël dernier pour les Space Marines. Là, c'est la réunion de plusieurs grands psychers hérétiques, et c'est tout à fait cool. On a pas mal de règles qui synergisent justement avec ce prince démon fraîchement réécrit. Donc là, sous les yeux, on peut très bien se faire une liste avec 2 princes démons, un avec des ailes, l'autre à pied, et pas mal de psychers et de cultistes autour d'eux, des possédés, des mutants, quelques membres quand même de l'Hereticus Astartes. Là, il y a moyen encore une fois de faire une très belle liste, très thématique, et honnêtement en termes de règles, elle me paraît tout à fait jouable. Ça synergise beaucoup avec les Dark Pact, les rendant potentiellement encore plus forts, mais également peut-être dangereux, parce que là on parle d'une armée qui va un peu jouer avec le feu, hein, par rapport à son usage avec le Warp. Donc encore une fois, un détachement qui paraît vraiment très très sympa. Donc bravo finalement Game Workshop pour cette petite habitude, rentrer dans les mœurs, qui rajoute beaucoup de fraîcheur un peu au gameplay, et qui là encore en fait s'adresse tant aux compétiteurs qu'aux joueurs du dimanche, hein. Là, les compétiteurs, avec ces 3 détachements, je pense qu'ils ont de quoi s'amuser, et le joueur du dimanche, il a de quoi faire des listes thématiques jolies comme tout. Donc tout ceci est de fort bonne aloi. Allez, venons-en maintenant à ce qui est sans doute le gros morceau de cette émission. C'est tout simplement l'annonce de la nouvelle boîte de jeux Horus Heresy. Donc,
On va commencer par le truc qui fâche, ce sont les leaks. Les leaks, ce cancer, hein, c'est vraiment un cancer un peu... en vérité, l'actualité Game Workshop, elle est parasitée par beaucoup de choses, comme les scammers, comme en fait les produits hors stock dès leur sortie. Et les leaks, en fait, font partie de ces choses qui viennent pirater quelque part notre expérience. En vérité, je me suis rendu compte de la chose quand j'ai parlé à un pote qui m'a dit, en fait, une fois qu'ils avaient fait les révélations de tout ça, donc, et cette révélation, elle prend la forme d'une vidéo et d'une superbe vidéo. Donc le mec, il voit la vidéo, il m'appelle, ils font « Ouah, putain, t'as vu les nouvelles armures Saturnines et tout, c'est magnifique et tout. » Je fais « Bah non, en fait, parce que moi, ces armures Saturnines, je les ai découvertes sur des JPEG pourris une semaine avant, me privant, en fait, de ce petit bonheur qui a été le tien de découvrir le truc en version animée. Et quelle version animée! C'était de toute beauté, cette petite cinématique. Donc, néanmoins, j'ai quand même kiffé ma vie à assister à cette révélation de Horus Heresy. Hein. Franchement, c'était parfait sur toute la ligne. Encore une fois, Game Workshop s'est donné envie. Et là, bah ouais, là, clairement, qui donne envie, quoi. Bref, les leaks, il y en a marre. On voit en fait poindre ça et là des mécaniques qui essaient de nous épargner tout ça. Par exemple, sur les Discord, il y a des sections dédiées aux leaks. Mais globalement, en fait, c'est mort, tu peux pas y échapper. Il suffit d'aller sur n'importe quel réseau social. Le matin, quand tu te lèves, c'est la première chose que tu vas voir, c'est ce JPEG pourri avec les photos de la boîte Horus Heresy. C'est vraiment chiant. Game Workshop d'ailleurs en a joué très intelligemment sur son site Horus Heresy, faisant un peu la nique quelque part à ces leaks. Honnêtement, c'était très rigolo. Je vous conseille d'aller voir ce site là, Horus Heresy. C'est à la fois très intelligent, très marrant de la part de l'éditeur, mais néanmoins, cet éditeur, putain, mais il ferait mieux de surveiller à qui il envoie ses produits, quoi. C'est quand même n'importe quoi qu'à chaque nouvelle sortie, on se tape le leak qui va avec. C'est en train de devenir systématique. Il y a peu de choses qui échappent. Les derniers trucs à y avoir échappé, c'était l'Adepticon, hein, c'est-à-dire les Space Wolves, l'armée de KT. Tout ça, ça avait été des vraies révélations qu'on a vues le jour J comme prévu. Et en vérité, le ressenti n'a rien à voir. Hein. Moi, j'étais quand même dégoûté de voir ces JPEG pourris là, qui me spoilaient complètement le contenu de la révélation à venir. C'est vraiment dommage. Mais malheureusement, ça fait partie des dérives de notre temps. Donc, découverte quand même assez sympa pour ma part. J'en attendais beaucoup de cette révélation Horus Heresy. Je n'ai pas été déçu. Donc déjà, le premier truc à dire, c'est que c'est un nouveau système de jeu. C'est que c'est véritablement une Horus Heresy V3. Donc, qui sort en fait 3 ans après la précédente. On en avait parlé avec Robin dans l'émission Vous saurez tout sur l'hérésie. À vrai dire, il y a pas mal de joueurs de l'Horus Heresy qui espéraient un simple update plutôt qu'une toute nouvelle version. Et à vrai dire, on ne peut que bien les comprendre parce que ça implique de racheter les bouquins, les codex changent, etc. Le système de jeu change, alors qu'en vérité, ce système de jeu, tout le monde semblait en être satisfait. Donc, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de sortir déjà une nouvelle version du jeu pour clairement un système de jeu qui est beaucoup plus orienté vers le casu, vers le narratif que Warhammer 40 000 ? Donc on ne sait pas. Par contre, un système de jeu Horus Heresy, maintenant on le sait, c'est la promesse d'un système de jeu paisible qui ne connaîtra que très 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 peu de data slate, de rééchelonnage en points et blablabla. On est sur du contenu bien écrit majoritairement qui va durer dans le temps. Bon, en tout cas, des premières règles qui émanent de tout ça, ça semble être quelque part un update assez mineur. On ne va pas réinventer le moteur de jeu dans sa globalité. Je pense qu'en fait, l'éditeur va se contenter surtout de pallier aux choses un peu laborieuses de la deuxième édition, comme le corps à corps à rallonge, par exemple. On verra ce que ça donne, mais c'est bel et bien
une nouvelle version du jeu. Donc revenons un peu sur la cinématique. Putain, qu'est-ce que c'était chouette. Oh là là, c'est tout simplement au niveau du contenu premium qu'on peut voir sur Warhammer TV par exemple, voire même un peu mieux. Là techniquement, on a vraiment une superbe cinématique, c'est bien rythmé, il y a une vraie mise en scène, tout est tout est super. Et du coup, naturellement, cette cinématique, elle fait la lumière sur toutes les nouveautés qui composeront cette nouvelle vague de sortie. Et quelle nouvelle vague, les gars! Donc déjà, parlons un peu de la grosse boîte, hein, une grosse boîte, honnêtement, de toute beauté, qui vous amène un énorme cortège d'armure MK2. Donc, elle manquait encore à l'appel, celle-ci. Honnêtement, c'est pas décevant du tout. Ces armures, je les trouve magnifique, ça fait partie de mes préférés. Elles sont superbes. Tout ça vous est offert avec une pléthore de grappes d'équipements pour en faire en fait des escouades plus spécialisées. Donc vous avez ni plus ni moins que 60 Space Marine MK2, c'est tout simplement énorme. Le truc est accompagné d'un centurion qui est de toute beauté. Ce personnage, je le trouve vraiment magnifique. Vous avez une plateforme de tir Tarantula qui est bien massive, hein. Honnêtement, de base, je suis pas trop fan de tout ce qui est un peu fortification, mais ici, honnêtement, on se voit bien diriger une armée avec 2 ou 3 Tarantula dans sa zone de déploiement, hein. Ça peut être très très cool. En plus, ces plateformes d'armes, naturellement, elles collent à merveille, par exemple, avec des déploiements plus narratifs, hein, des embuscades, des trucs comme ça, ou tout simplement la défense d'un gros bastion. Vous mettez ça en haut d'une tour, en haut d'un bunker. Évidemment que ça aura de la gueule. Et surtout, on a la révélation du nouveau châssis de l'armure Tactical Dreadnought Saturnine. Bon, là, moi, ça a été le coup de foudre instantané. Ces armures sont incroyables. Honnêtement, ça fait partie d'une des plus anciennes incarnations de l'armure tactique Dreadnought, hein. Honnêtement, dans les premières versions de Warhammer 40 000, ça existait déjà. Il y avait pas mal de dessins, hein. Mais là, on est vraiment dans une relecture tout à fait moderne du truc. Et là, en fait, on retrouve l'aspect véritablement Dreadnought. Et à vrai dire, en termes d'échelle, en termes de taille, ces nouvelles armures saturnines, c'est quasiment l'équivalent des anciens Dreadnought. Donc on est vraiment dans cet esprit-là, l'esprit d'une infanterie blindée. Et putain, c'est de toute beauté. Il y a plein de façons de les équiper. Donc ici, on a 2 escouades de 3 armures saturnines, avec un Praetor Saturnine qui a 2 options de montage différentes, avec un marteau énorme ou avec une hache. Bon, là, ces figurines, honnêtement, elles tuent. Et cerise sur le gâteau de l'hérésie, c'est qu'on a la variante Dreadnought Saturnine. Et là, c'est tout simplement le plus gros Dreadnought Space Marine de la création. Le truc est gigantesque, il est plus grand qu'un Redemptor, il est à tomber par terre. Donc le résultat de tout ça, c'est que cette boîte, je la veux, hein. Donc là, il y a plusieurs trucs à dire. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de cette boîte? À vrai dire, là, je la veux, mais c'est un pari sur l'avenir, quoi. C'est un pari sur l'avenir. Je suis fou des figurines, je trouve tout énorme. L'Horus Heresy, en tant que système de jeu, ça m'intéresse. Donc là, je vais me jeter sur le nouveau bouquin. Les bouquins Horus Heresy, c'est des gros bouquins à l'ancienne, avec beaucoup de lore, avec des énormes pages de règles imbitables en noir et blanc. Ça va être génial. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Ça, on va en parler bientôt. Et je suis en train de chercher le moyen, en fait, d'inclure un petit projet Horus Heresy dans mon planning 2025-2026. Là, il faut que je trouve une très bonne idée, soit en fait de jeux à petit format. Mais à vrai dire, je me connais, hein, quand tu fais une armée Horus Heresy, c'est tout simplement pour avoir une armée gigantesque. Donc on va voir, je ne sais pas comment faire pour l'instant, on verra comment il sera possible d'inclure un projet Heresy au planning, peut-être en jouant au format Zone Mortalis, qui me fait de plus en plus de l'œil, hein. Ce format a l'air tout simplement excellent. Mais bon, dans un premier temps, il faut lire les règles, on va un peu fantasmer sur les figurines et on verra tout ce qu'on fait de tout ça plus tard. Dans la foulée en fait de toutes ces révélations, il y a également des nouveautés qui sortent en dehors de la grosse boîte et l'Horus Heresy
continue en fait sa valse des blindés. Donc ces anciens blindés Forge World qui sont réadaptés en kit plastique, c'est cette fois autour du Fail Blade. Donc le Fail Blade qui repose à peu près sur le même châssis que le blindé lourd Kratos. Rien à dire, c'est sans surprise, mais c'est ce qu'on attendait. C'est un très beau blindé avec 2 énormes canons là. Il a quand même très très fière allure. On a le retour d'une escouade qui là encore passe de la résine au plastique. Ce sont les fameux Breachers, c'est-à-dire ces marines tactiques qui sont déployées avec des boucliers de siège. Alors là, plus iconique, tu meurs, hein, évidemment. Moi, je ne peux qu'imaginer ces mecs-là en Iron Warriors, hein, c'est indispensable. La variante de l'armure choisie est la MK3, ce qui correspond tout à fait quelque part à l'esprit de la guerre de siège, hein, d'un assaut de siège. Bref, ça va tuer. On a également la variante assaut de l'armure tactique MK2 avec des bons vieux jetpacks à l'ancienne. Encore une fois, rien à redire, c'est une réussite. Et on a plusieurs variantes du châssis Tarantula, donc c'est-à-dire cette plateforme de tir gigantesque qui prend une place folle au sol. Bref, c'est tout à fait cool. On a aussi en fait le retour des petites cohortes de servants d'armes lourdes, ces armes lourdes sur chenilles, les rapières. Donc les rapières qui vous sont proposées sous forme de 2 kits différents avec des figurines en fait de servants d'armes lourdes qui sont de toute beauté encore une fois. Bref, là, l'Horus Heresy, on est sur quelque chose d'énorme. On est sur en fait un renouvellement de gamme aussi important que ne l'a été celui de l'édition numéro 2. C'est tout simplement une sortie monstrueuse de figurines très riche et en fait, à mon avis, on est loin d'avoir fait le tour, hein. Pour rappel, dans le sillage en fait de l'édition V2 de l'Horus Heresy, les nouveautés ont été massives pendant une bonne année ensuite, hein. Après quoi, l'éditeur a choisi de se concentrer sur des trucs plus exotiques, par exemple en faisant un retour à Forge World avec toute une série de personnages qui étaient tous plus beaux les uns que les autres, et ce, dans toutes les factions. Bref, l'Horus Heresy, ça va être quelque chose d'énorme, je pense, pour cet été. Il y aura encore beaucoup de nouveautés dans la foulée. Ça nous tease juste après des éléments de nouveautés qui sont sans doute celles de l'Adeptus Mechanicus, enfin plutôt du Mechanicum, comme s'il n'avait pas déjà été assez gâté. Et en guise de teasing final, on a tout simplement une photo d'une grande lame d'obédience Custodes. Alors qu'est-ce que ça va donner les Custodes à Horus Heresy? Je pense tout simplement qu'on peut s'attendre à la réadaptation en plastique de tous les châssis blindés et Dreadnought, chose qui nous sera très profitable en vérité à Warhammer 40 000 parce qu'il existe un détachement regroupant tous ces véhicules reliques, et pourquoi pas en fait des nouvelles unités et des nouveaux personnages. Pourquoi pas le retour par exemple de Constantin Valdor. À vrai dire, c'est l'équivalent d'un Primarque chez les Custodes. Il est fort à parier que le père Valdor va faire sa réapparition et ce sera tout à fait stylé. Bref, vous l'aurez compris, l'Horus Heresy, moi je suis à fond dedans. Je regarde la chose de loin pour l'instant, mais nul doute qu'il y a des petits projets qui se dessinent derrière. Reste juste à leur trouver une forme viable et surtout une forme qui ne me mette pas trop en retard dans mes projets actuels. Et le choix de la Légion, vous me direz, eh bien ça, je le garde pour moi pour l'instant. Je compte bien en faire 1 ou 2. Point d'interrogation. Ah, on ne sait pas ce que nous réserve frère Maxou pour l'Horus Heresy, mais en tout cas, il y aura du contenu sur l'Horus Heresy, il y aura des émissions, je pense qu'on va continuer à parler gentiment de tout ça, à découvrir le jeu ensemble. Pourquoi pas adresser un petit challenge de peinture autour de l'Horus Heresy? Moi, évidemment, ça me fait de plus en plus de l'œil. J'ai vraiment eu la confirmation auprès de nombreux usagers, c'est que l'Horus Heresy en fait signe quelque part la résolution de tous les problèmes qu'on rencontre à 40K. Si vous voulez un bon exemple de ce que peut être l'Horus Heresy, tapez sur YouTube Heresy Era. Era, E-R-A. Le mec fait tout simplement les plus beaux battle reports de cette putain de planète. C'est tout simplement à tomber par terre. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux jouer.
Allez voir ça, Hérésie Hera sur YouTube. Vous allez regarder les rapports de bataille. Si après ça, vous n'avez pas envie de dresser une légion, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est tout simplement incroyable. Bon, le petit mot de la fin concernant cette petite gazette, c'est l'actualité du podcast. On va dire, d'habitude, je le fais en début d'émission, mais j'ai complètement oublié. L'actualité du podcast, à vrai dire, pas grand-chose. Il y a quand même, en fait, une belle série, quelque part, post-productive autour du Rural Hammerfest, c'est que ça a beaucoup parlé des retours et vous avez des émissions à ce sujet. Donc, je vous invite à aller écouter le petit podcast de Thibaut et Raphaël du Land Rider qui m'ont fait une émission retour à la fois très cool et également très critique qui est précieuse en fait d'informations et de pistes d'amélioration possibles pour la suite des événements. Et je vous invite également à jeter un œil chez Theta Wargame sur YouTube qui nous a fait une petite vidéo sympathique comme tout où il vous décrit sa propre expérience et où vous avez pléthore de jolis plans d'étables et des armées en exposition. C'est très sympa tout ça. Donc merci à vous deux. Et merci également à tous les autres en fait qui m'ont fait de nombreux retours très précieux. Donc dans la foulée de tous ces retours, je prépare pas mal d'émissions qui tournent autour du jeu narratif, comment l'organiser, comment l'adapter, comment le mettre en œuvre tout simplement à plusieurs types d'échelles différents. Donc ça c'est plutôt un sujet intéressant pour moi et pour vous je pense qui avez envie probablement d'organiser des petits events narratifs de temps en temps à 2, à 4, à 6, à 8 personnes, peu importe. Pour ma part, ça bosse sur la suite. En gros, quelle sera la suite du Rural Hammerfest? Ça ne prendra pas forcément la forme attendue, mais évidemment, ça prendra forme quand même. Bon, c'est tout pour l'actualité du podcast. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Les autres projets sont pour l'instant secret défense. C'est fini pour cette petite gazette. J'espère qu'elle vous aura plu, même si on n'est pas sur de l'actualité très fraîche, mais c'est de l'actualité à tête reposée. Et moi, j'aime bien reposer ma tête pour parler des actualités. Prenons en fait à contre-courant cette nouvelle manière de commenter de l'actualité qui doit se faire dans l'heure, voire en même temps que la révélation. Pour moi, tout ça, c'est pas très constructif. Donc ici, on se repose, on réfléchit et ensuite on parle. Portez-vous bien. Les loulous, portez-vous bien les ruralistes. Je vous dis à très vite sur le Discord, sur Instagram, Brother Maxou Painting, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, même si vous utilisez uniquement les plateformes audio, parce qu'il y aura pas mal de choses à vous présenter dans les mois à venir. Pour l'instant, c'est de l'ordre de la surprise à venir. Bref, allez, j'arrête, je ne sais plus parler. Portez-vous bien les mecs, bon jeu, bonne peinture, amusez-vous bien et profitez du beau temps. Ciao.